On vous dira que le sacrifice est noble, que se plier pour les autres est la plus haute des vertus. Ils vous veulent fatiguer. Ils vous veulent épuiser. Car la personne qui fait toujours passer les autres en premier est prévisible, docile, aisée à culpabiliser, aisée à utiliser. Ils n'admirent pas votre générosité. Ils l'exploitent. Et le plus dangereux, c'est que vous les laissez faire. Vous appelez ça de l'amour, vous appelez ça de la loyauté, mais au fond, n'est-ce pas plus une lente érosion qu'une dévotion? Combien de fois avez-vous fait taire vos propres besoins pour maintenir la paix? Combien de fois vous êtes-vous consumé pour des gens qui n'auraient même pas allumé une allumette pour vous? Ce n'est pas de la compassion, c'est une trahison de soi-même déguisée, et elle vous déchire de l'intérieur. Le stoïcisme nous enseigne que le bien suprême est de vivre en accord avec la nature, et la nature ne récompense pas ce qui affaiblit ses fondations. La négligence de soi n'est pas une vertu. C'est une fracture, et aucune structure ne peut durer si son noyau s'effrite. Dans cette vidéo, nous allons dépouiller les mensonges, la culpabilité, le conditionnement, et nous reconstruire de l'intérieur. Si vous êtes prêt à reprendre votre vie en main, non par la rage, mais par la raison, alors abonnez-vous, comme un engagement silencieux envers vous-même, un pas vers la souveraineté, vers le calme, vers la force que vous n'auriez jamais dû céder. Toute chose dans la vie, qu'il s'agisse d'une galaxie, d'un foyer ou d'un esprit, tourne autour d'un centre. Et si ce centre devient instable, tout ce qui orbite autour commence à se déliter. Inutile de chercher bien loin pour le voir. Pensez à cette personne qui donne encore et encore, qui dit oui à chaque demande, qui absorbe chaque crise. Regardez d'un peu plus près et vous verrez ce qu'elle admet rarement, le ressentiment, la fatigue et l'effondrement silencieux de quelqu'un qui ne se reconnaît plus. La vérité, c'est que la plupart des gens ne s'effondrent pas à cause d'un seul grand coup. Ils s'effritent parce qu'ils ont négligé leur propre fondation pendant trop longtemps. Le stoïcisme nous rappelle que la clarté d'esprit et la force d'âme ne sont pas des luxes. Ce sont des devoirs. Si vous n'êtes pas centré, vous êtes réactif. Si vous êtes réactif, vous ne vivez pas. Vous êtes ballotté. Et quand le monde commence à trembler, si vous n'êtes pas ancré dans vos propres principes, vos émotions et votre valeur, alors chaque demande, chaque opinion, chaque tempête vous emportera là où vous n'avez pas choisi d'aller. Vous êtes le centre de votre réalité, non pas dans un sens arrogant, mais structurel. Si votre esprit est fragmenté, vos relations en souffrent. Si votre énergie est constamment tirée dans 10 directions différentes, votre vision se brouille. On ne peut rien construire de significatif quand on passe son temps à se reconstruire soi-même. Et pourtant, c'est ce que tant de gens font. Ils vivent en temps fragments. Des moments de paix interrompus par des vagues de culpabilité, des élans de concentration noyés par des distractions sans fin, des tentatives de prendre soin de soi sabotées par la prochaine urgence. Ce n'est pas une vie, c'est de la survie en boucle. Une personne qui ne tient pas son propre centre n'est pas seulement faible, elle est vulnérable, façonnée par le chaos qui l'entoure. Vous commencez à vivre selon les échéances des autres, à répondre à leurs attentes, à résoudre leurs problèmes. Et pendant ce temps, votre boussole intérieure se fait plus discrète, vos valeurs s'estompent, vos limites se dissolvent. Les stoïciens l'avaient compris bien avant la psychologie moderne. Marc Aurèle a écrit « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » Ce n'est pas une citation de motivation, c'est une instruction. Ce que vous autorisez en votre centre façonnera l'orbite de votre vie. Tenir son centre signifie quelque chose de plus profond que de fixer des limites ou d'avoir une routine matinale. C'est un vœu, un engagement à ne pas se trahir simplement pour être accepté.
Cela signifie reconnaître que votre paix est votre responsabilité, pas un effet secondaire des conditions extérieures. Vous ne pouvez pas attendre que le monde se calme pour vous centrer, car le monde ne se calmera pas. Il y aura toujours quelqu'un qui aura besoin de quelque chose, toujours un incendie à éteindre, toujours une raison de vous abandonner une fois de plus. Mais un jour, vous réalisez que vous mettre en dernier ne vous rend pas noble, cela vous rend instable. Et l'instabilité, même bien intentionnée, est dangereuse. On ne peut donner à partir de fondations fissurées, on ne peut guider quand on est perdu dans son propre brouillard. Et on ne peut pas aimer, du moins pas bien, si l'on s'abandonne constamment dans le processus. Il y a une différence entre aider et être consumé, entre soutenir et se rendre, entre la patience et l'effacement de soi. Le centre doit tenir. Et si vous n'en faites pas votre priorité, personne d'autre ne le fera. La vie ne récompense pas le surmenage. Elle ne distribue pas de médailles pour l'épuisement. Ce qu'elle vous donne, ce sont des conséquences. La fatigue qui devient amertume, la complaisance qui mène à l'invisibilité, la charge émotionnelle qui se transforme en ressentiment. Et une fois ces graines plantées, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne deviennent une colère silencieuse. Envers les autres, oui, mais surtout envers vous-même. La personne que vous voyez dans le miroir chaque matin mérite mieux que cela. Elle mérite d'être protégée, non pas du monde, mais de la version de vous qui ne cesse de la faire passer en dernier. Se centrer, ce n'est pas se couper du monde, c'est cesser de laisser le monde vous réorganiser. C'est choisir la clarté quand la confusion est facile, choisir la maîtrise de soi quand il est tentant de rechercher l'approbation. C'est la discipline intérieure de se dire « Je ne m'abandonnerai pas aujourd'hui, quoi qu'il arrive ». C'est ça, la force. C'est ça, le calme. C'est ça, la souveraineté. Carl Jung a dit un jour « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. » Mais comment pouvez-vous devenir cette personne si votre centre se déplace constamment pour accommoder tout le monde? Vous ne le pouvez pas entièrement et certainement pas durablement. Le monde n'a pas besoin de plus de gens qui fonctionnent à vide. Il n'a pas besoin de plus de martyrs. Ce dont il a besoin, ce sont d'individus profondément ancrés en eux-mêmes, de gens qui répondent au lieu de réagir, qui choisissent leurs valeurs plutôt que leurs impulsions, qui peuvent se tenir dans la tempête sans être emportés par chaque coup de vent d'opinion, de crise ou de besoin. Vous ne devez pas au monde votre effondrement. Vous lui devez votre clarté. Vous ne devez pas aux gens votre disponibilité constante. Vous leur devez votre présence ancrée. Et vous ne pouvez offrir ni l'un ni l'autre si vous continuez à abandonner votre centre au nom du désir d'être bon, aimé ou utile. Il est tentant de penser que se faire passer en premier est égoïste, que donner la priorité à sa paix est une trahison envers ceux que l'on aime. Mais c'est le contraire. Quand votre esprit est clair, votre amour est plus fort. Quand vos valeurs sont intactes, vos actions sont plus intentionnelles. Quand vous agissez depuis un lieu de calme plutôt que de désespoir dispersé, tout ce que vous donnez devient plus puissant. C'est ce que les stoïciens voulaient dire en parlant de vivre en accord avec la nature, votre structure, votre rôle. Et la nature ne prospère pas dans le désordre. Elle prospère par l'ordre, le flux, la conception. Vous n'êtes pas séparé de cela, vous êtes cela. Alors demandez-vous honnêtement, qu'est-ce qui orbite autour de votre centre en ce moment? Est-ce la culpabilité, la peur ou le chaos? Ou bien sont-ce les principes, la discipline et la clarté? Car ce qui se trouve en votre centre, que vous l'ayez consciemment choisi ou inconsciemment toléré, définira la forme de votre vie. Et plus vous ignorez ce centre, plus il devient difficile de reconnaître qui vous êtes sous le bruit. Mais vous pouvez changer cela. Pas par un changement radical, mais par un retour constant.
un vœu quotidien. Je reviens à moi-même. Je tiens bon. Je ne me plie pas pour l'approbation. Je ne me brise pas pour l'acceptation. Je tiens bon. Sénèque nous a prévenus. Si un homme ne sait pas vers quel port il navigue, aucun vent ne lui est favorable. Laissez cela résonner en vous. Si votre centre est instable, même les opportunités deviennent des distractions. Même l'aide devient une béquille. Même l'amour devient une laisse. Sans direction, tout n'est que bruit. Mais, avec un centre solide, même le chaos devient gérable. Vous répondez au lieu de vous effondrer. Vous avancez avec intention au lieu de paniquer. Vous créez à partir de l'ordre au lieu de réagir depuis le manque. Il ne s'agit pas d'être sans émotion ou froid. Il s'agit d'être souverain, autonome, discipliné non pas dans le déni, mais dans la direction. La personne qui se centre devient une force. Calme, non pas parce que le monde est silencieux, mais parce qu'elle est concentrée. Focalisée, non pas parce qu'il n'y a rien pour la distraire, mais parce qu'elle a choisi ce qui compte. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Vous n'êtes pas né pour disperser votre âme dans un millier d'urgences. Vous êtes destiné à être solide, stable, le point fixé dans un monde qui tourne, celui qui se souvient de ce qui compte quand tous les autres oublient. Et cela commence non pas par l'action, mais par l'ancrage. Le centre doit tenir. Que ce soit votre point de départ, non seulement aujourd'hui, mais chaque jour. Car tout le reste, vos relations, votre travail, votre héritage, en dépend. La disparition arrive rarement avec fracas. Elle est silencieuse, subtile, sans préavis. Elle commence par de petites choses, des détails que l'on oublie. Ce hochement de tête quand vous vouliez dire non, ce oui qui a à peine franchi vos lèvres quand votre cœur hurlait « non », ce silence que vous avez offert juste pour éviter de mettre quelqu'un d'autre mal à l'aise. Vous vous répétez « ce n'est rien ». C'est juste une fois, juste cette fois, juste pour maintenir la paix. Mais ces petites fractures dans votre volonté, ces minuscules trahisons de votre propre voix, ne s'évanouissent pas. Elles s'accumulent. Vous vous érodez morceau par morceau, un compromis silencieux à la fois, jusqu'au jour où vous regardez autour de vous et réalisez que la vie que vous menez vous semble étrangère, comme si vous jouiez un rôle que quelqu'un d'autre a écrit, comme si vous respiriez encore, mais que vous n'étiez plus vraiment là. C'est la lente disparition, l'érosion de soi qui ne se manifeste pas comme une crise, mais comme un engourdissement. Vous vous levez et accomplissez des gestes, pas des choix. Vous écoutez les besoins des autres, mais oubliez comment nommer les vôtres. Vous êtes là où l'on a besoin de vous, mais ne vous souvenez plus de la dernière fois où vous étiez là où vous vouliez être. C'est ainsi que fonctionne la négligence de soi. Elle ne vous enlève pas la vie. Elle vous la fait abandonner, pièce par pièce. Et personne autour de vous ne tire la sonnette d'alarme car, pour eux, vous avez l'air fonctionnel. Vous souriez encore, vous contribuez encore, vous répondez encore aux attentes. Mais ce ne sont pas eux qui remarquent ce que vous avez perdu. C'est vous. Et vous le sentez, non pas avec panique, mais avec une douleur sourde et silencieuse qui devient plus lourde à mesure que vous l'ignorez. La plupart des gens ne disparaissent pas parce que le monde les efface. Ils disparaissent parce qu'ils sortent de leur propre cadre. Ils laissent d'autres voix parler plus fort que la leur. Ils confondent le sacrifice de soi avec l'amour, l'excès de complaisance avec la vertu et le désir de plaire avec la paix. Mais ce que vous enterrez ne disparaît pas. Il attend. Et plus vous attendez pour revenir à vous-même, plus il devient difficile de retrouver ce que vous avez abandonné. La vérité, c'est que les gens n'ont pas besoin que vous disparaissiez pour vous aimer. S'ils en ont besoin, ce n'était jamais de l'amour, c'était de la commodité. La philosophie stoïcienne nous apprend à aligner nos actions sur la raison et la vertu,
Mais cet alignement ne peut se produire lorsque vous traitez vos propres besoins comme s'ils étaient jetables. Qu'y a-t-il de raisonnable à trahir sa propre intégrité pour une harmonie temporaire? Qu'y a-t-il de vertueux à devenir invisible dans sa propre histoire? C'est un deuil étrange que de se manquer à soi-même tout en étant encore en vie. Mais c'est ce qui arrive quand on ne se sent plus enraciné dans ses choix, quand chaque décision est façonnée par la demande extérieure plutôt que par la clarté intérieure. Vous faites peut-être encore des choses, travailler, aider, réparer, mais c'est différent. Ce n'est pas de la création, c'est du confinement. Pas une contribution, mais une compensation. Vous sentez le poids des attentes de tous les autres peser sur un soi qui n'a pas eu l'espace de respirer depuis des mois, peut-être des années. Et finalement, ce soi se tait, non pas parce qu'il est faible, mais parce que vous avez cessé de l'écouter. Carl Jung a dit un jour, « La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement. Non pas parce que le soi est si sombre, mais parce que cela exige une présence totale. Et la présence totale ne permet pas l'évasion constante. Pour vous accepter vraiment, vous devez d'abord reconnaître à quel point vous vous êtes éloigné, combien de fois vous vous êtes dit « je reviendrai à moi plus tard » et combien de fois ce plus tard n'est jamais venu. Il est plus facile de donner que de réfléchir, plus facile de servir les autres que de s'asseoir dans l'inconfort de désirs non satisfaits et de rêves inexplorés. Mais l'évitement n'est pas la paix, et donner sa vie aux autres sans s'être d'abord donné un foyer en soi n'est pas de l'amour. C'est l'exil. Vous n'êtes pas destiné à vous effacer, à vivre derrière le rideau pendant que d'autres occupent le devant de la scène dans votre temps, vos choix, votre énergie. Et on ne se réapproprie pas en criant pour être vu. On se réapproprie en prenant conscience. Conscience du moment où l'on se recroqueville au lieu de se tenir droit. Conscience du moment où l'on modifie sa vérité pour le confort des autres. Conscience du moment où sa présence semble performative plutôt que sincère. Ces moments ne sont pas des échecs. Ce sont des signaux. Des signaux qu'il est temps de revenir. Il y a une force tranquille à se choisir à nouveau. Sans bruit, sans se défendre, juste clairement. Un lent retour à l'honnêteté, aux limites, à la parole même quand la voix tremble, au choix de son propre rythme même quand le monde vous presse, à l'honneur des petites choses, le repos, la solitude, la réflexion, parce que vous vous souvenez enfin que votre valeur ne réside pas dans ce que vous donnez, mais dans la plénitude de votre existence. Épictète nous le rappelait, sache d'abord qui tu es, puis pars-toi en conséquence. Mais comment peut-on parer un soi que l'on n'a pas rencontré depuis des mois? Comment peut-on se tenir droit dans une structure que l'on a laissé les autres redessiner? Il ne s'agit pas de repousser les gens. Il s'agit de revenir à la seule personne avec qui vous vivrez chaque seconde de votre vie. Vous-même. Cette relation entre vous et votre esprit, vous et votre corps, vous et votre souffle, est la plus sacrée et la plus souvent négligée. Vous êtes présent pour les anniversaires, les échéances, les services. Mais à quelle fréquence êtes-vous présent pour votre propre inconfort sans chercher à l'éteindre? À quelle fréquence vous demandez-vous ce dont vous avez vraiment besoin et attendez-vous la réponse honnête, sans distraction, sans culpabilité, sans l'impulsion de réparer, de performer ou de plaire? Vous n'avez pas besoin d'une réinvention totale pour revenir. Vous avez juste besoin d'un choix à la fois. Une limite restaurée, une heure protégée, une vérité dite. C'est ainsi que la réapparition commence. C'est ainsi que le soi revient d'exil. Sans fanfare, mais avec alignement. Lentement, le brouillard commence à se lever. Vous remarquez à nouveau votre souffle. Vos décisions semblent délibérées. Vous commencez à reconnaître le son de votre propre esprit, non filtré,
non façonné par ce que les autres veulent entendre. C'est là que vous réalisez que vous n'aviez jamais vraiment disparu. Vous étiez juste enseveli sous le bruit. Sénèque a écrit: Personne ne distribue son argent aux passants, mais à combien d'entre nous distribuons-nous nos vies? Vous devez d'arrêter de distribuer vos heures, votre énergie, votre essence comme de la petite monnaie. Votre vie n'est pas une monnaie d'échange pour l'agenda de quiconque. C'est un territoire sacré, et il mérite votre présence, non seulement dans les moments dramatiques, mais aussi dans les moments calmes. Dans la façon dont vous choisissez de passer votre après-midi, dans la façon dont vous vous parlez avant de dormir, dans la façon dont vous portez votre âme à travers les petits moments ordinaires que personne n'applaudit. Vous n'êtes pas faible parce que vous avez dérivé. Vous êtes humain. Cela arrive. Ce qui compte maintenant, ce n'est pas la culpabilité, mais la clarté. Pas le regret, mais le retour. La chose la plus courageuse que vous puissiez faire dans un monde qui récompense la distraction est de rentrer chez vous, en vous-même. Cessez de chercher la permission à l'extérieur et commencez à écouter la direction à l'intérieur. La voix en vous est peut-être faible, mais elle n'a pas disparu. Et chaque fois que vous l'honorez, elle devient plus forte. Non pas en volume, mais en présence. Alors, ceci est votre rappel silencieux. Vous êtes toujours là. Vous n'avez pas été effacé. Vous étiez juste parti. Mais le retour est toujours possible. Et il commence par l'acte le plus simple et le plus radical de tous. Choisir de ne plus disparaître. Choisir de rester. Choisir d'être. Choisir de compter à nouveau pour vous-même. Le monde ne remarquera peut-être pas la différence au début, mais vous, oui. Et avec le temps, ils la sentiront aussi. Non pas parce que vous l'exigez, mais parce que votre présence deviendra indéniable. C'est ainsi que la réapparition commence, et c'est ainsi qu'elle demeure. La force n'apparaît pas un jour pour décider de rester. Ce n'est pas quelque chose dont on hérite, ni quelque chose que l'on obtient par chance. Elle se construit lentement, délibérément et constamment. L'illusion dans laquelle la plupart des gens tombent est de penser qu'une fois qu'ils ont atteint un certain niveau de clarté mentale, de résilience émotionnelle ou de santé physique, ils peuvent se relâcher. Que, d'une manière ou d'une autre, le travail est terminé. Mais la force n'est pas une destination. C'est une discipline, un muscle. Et si vous cessez de l'utiliser, si vous cessez de le nourrir, si vous cessez de le respecter, il ne reste pas. Il s'estompe. Non pas bruyamment, mais progressivement. Un peu moins de concentration ici, un peu moins d'intention là, jusqu'au jour où la clarté que vous aviez autrefois vous semble lointaine. La stabilité dans laquelle vous viviez commence à vaciller. Il y a un coup silencieux à négliger ce qui vous ancre. Lorsque vous n'entretenez pas votre structure interne, vous devenez lentement réactif. La vie ne s'arrête pas simplement parce que vous l'avez fait. Les défis, le stress, le bruit, tout cela continue. Et si vous n'êtes pas ancré, vous commencez à glisser. Vous vous retrouvez plus facilement submergé, plus facilement distrait, plus facilement contrôlé. C'est la partie que personne ne vous dit. Si vous n'entretenez pas votre force, quelqu'un ou quelque chose d'autre façonnera votre faiblesse. Et plus vous externalisez votre stabilité, plus votre vie devient fragile. Vous ne le sentirez peut-être pas au début. Vous pourriez même vous convaincre que tout va bien. Mais sous la surface, vos fondations s'amincissent, et il ne faut qu'une seule tempête pour découvrir à quel point votre abri est devenu creux. La discipline est ce qui construit la structure dans laquelle vous vivez. C'est l'architecture invisible qui soutient tout le reste. Lorsque vous mangez bien, entraînez votre corps, protégez votre temps et pensez profondément. Vous ne faites pas que prendre soin de vous. Vous protégez votre capacité. Vous maintenez le moteur en vie, car la vie vous imposera des exigences
que vous soyez prêt ou non. Et si vous n'avez rien de solide pour répondre à ces exigences, vous vous effondrerez sous le poids de ce qui aurait dû être gérable. Épictète a dit un jour, « Rien de grand ne se crée soudainement. » La force n'est pas quelque chose que l'on pratique uniquement lorsque les choses s'effondrent. C'est ce que l'on construit pour qu'elles ne s'effondrent pas. Il y a une raison pour laquelle les stoïciens mettaient l'accent sur la préparation. Ils comprenaient que l'adversité n'est pas une possibilité, c'est une garantie. Et quand elle arrivera, vous n'aurez pas le temps de construire votre armure. Soit vous êtes prêt, soit vous ne l'êtes pas. Les gens qui semblent inébranlables en temps de crise n'ont pas eu de chance. Ils se sont entraînés. Ils ont pratiqué la discipline les jours où ils n'en avaient pas envie. Ils ont pratiqué la réflexion lorsque la distraction était plus tentante. Ils ont pratiqué le silence dans un monde qui profite du bruit. La force ne se construit pas sous les applaudissements. Elle se construit dans la solitude, dans les heures que personne ne voit, dans les habitudes que personne ne loue. C'est là que vous découvrez qui vous devenez, et c'est ce qui décidera de votre capacité à tenir lorsque la pression montera. Les gens confondent souvent la force avec l'intensité, comme si être survolté pendant quelques semaines ou mois suffisait à les porter toute une vie. Mais la force ne se construit pas sur l'émotion. Elle se construit sur la répétition, sur la présence, non pas dans les grands gestes, mais dans la discipline ordinaire et sans éclat de la constance. Votre santé ne se maintient pas parce que vous avez fait de l'exercice une fois. Votre concentration ne reste pas aiguisée parce que vous avez médité la semaine dernière. Votre maîtrise émotionnelle ne tient pas simplement parce que vous avez tenu un journal pendant une période difficile. Ce sont des disciplines, pas des événements ponctuels, et si elles ne restent pas vivantes dans votre routine, elles meurent dans votre réalité. Il est facile de vouloir être fort. Il est beaucoup plus difficile de s'engager dans les systèmes qui vous rendent fort. Cela signifie dire non lorsque c'est incommode, choisir la solitude lorsque le bruit est assourdissant, résister au confort lorsqu'il vous appelle. Cela signifie aborder votre matinée non pas avec chaos, mais avec intention, sachant que chaque petite discipline, ce que vous mangez, la manière dont vous vous parlez, votre façon de réagir au conflit, façonne la version de vous-même qui affrontera demain. Le futur n'arrive pas simplement. Vous le construisez, un choix à la fois. Et la structure dans laquelle vous évoluerez dans 5 ans sera faite de ce que vous avez accompli aujourd'hui, surtout lorsque personne ne regardait. Carl Jung a écrit « Ce que vous ne rendez pas conscient vous gouvernera, et vous appellerez cela le destin. » Laissez cette idée infuser. Si vous ne maintenez pas consciemment votre ordre intérieur, vous serez à la merci du chaos déguisé en coïncidence. Vous regarderez votre vie et parlerez de malchance ou de mauvais timing, alors qu'en vérité, vous n'avez simplement pas renforcé vos fondations quand vous en aviez l'occasion. La force n'est pas une question de contrôle, mais de conscience. Il s'agit de connaître vos limites et de choisir de les renforcer plutôt que de les ignorer. Ce genre de force ne peut être ni fin ni précipité. Quand vous vous prenez au sérieux, tout change. Vous commencez à voir que votre temps n'est pas jetable, que votre énergie n'est pas renouvelable sans soin, que votre attention n'est pas une chose à distribuer librement. Et lorsque vous traitez ces choses comme sacrées, le monde commence à s'ajuster. Pas toujours avec bienveillance, mais il s'ajuste. Les gens commencent à reconnaître vos limites. Votre présence devient plus ancrée. Votre voix plus stable. C'est le résultat de l'entretien. Il ne s'agit pas de devenir rigide, mais de devenir fiable. Vous devenez quelqu'un en qui les autres peuvent avoir confiance, non pas parce que vous êtes toujours d'accord, mais parce que vous êtes constant, clair, solide. Sénèque nous a rappelé « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, c'est que nous en perdons beaucoup.
Et la majeure partie de ce que nous gaspillons n'est pas perdue dans la distraction, mais dans la réparation. À constamment réparer ce que nous avons laissé s'effondrer, à toujours essayer de rattraper notre retard parce que nous ne sommes pas restés prêts. L'entretien peut sembler fastidieux, mais la crise est encore plus exigeante. Choisissez judicieusement votre effort. Soit vous investissez pour maintenir votre force, soit vous paierez le prix de l'avoir abandonné. L'un est inconfortable par conception, l'autre est douloureux par conséquence. Ce qui est remarquable, c'est la stabilité que vous pouvez construire avec seulement quelques engagements quotidiens non négociables. Une marche, une pause avant de parler, 10 minutes de réflexion silencieuse, une respiration délibérée avant de réagir. Ce ne sont pas des signes de faiblesse. Ce sont des signes de maîtrise. La personne qui intègre la discipline dans sa vie quotidienne n'a pas besoin de crier sa force. Elle se ressent dans sa manière de bouger, de choisir, de tenir sa position lorsque d'autres se précipitent pour plaire. C'est la force que vous construisez, non pour dominer, mais pour rester immuable lorsque le monde autour de vous vacille. Vous n'avez pas à tout faire, mais vous devez faire ce qui vous soutient. Car si vous ne le faites pas, si vous laissez les fondations se fissurer, ne soyez pas choqués lorsque tout commencera à glisser. Vous ne pouvez pas être surpris par la fatigue lorsque vous ignorez le sommeil. Vous ne pouvez pas être surpris par l'anxiété lorsque votre esprit est un dépotoir pour le bruit. Vous ne pouvez pas être surpris par la faiblesse lorsque vous n'avez pas entraîné votre volonté. La vie vous rend ce que vous y mettez, pas immédiatement, mais inévitablement. Et quand cela semble difficile, quand la structure est lourde et que l'effort semble invisible, souvenez-vous pourquoi vous avez commencé. Vous ne vous êtes pas engagé dans la discipline parce que c'était facile. Vous vous y êtes engagé parce que vous vouliez être libre. Libre du chaos, libre de la faiblesse, libre d'être ballotté par chaque demande, chaque émotion, chaque revers. Vous maintenez votre force pour ne pas vous effondrer dans les moments qui comptent. Vous faites le travail maintenant pour ne pas avoir à tout reconstruire plus tard. Platon a dit un jour, « La première et la plus belle victoire est de se conquérir soi-même. » Cette victoire ne se produit pas une seule fois. Elle se produit chaque matin où vous vous levez et choisissez la structure plutôt que l'entropie, la paix plutôt que l'indulgence, le but plutôt que la dérive. Alors n'attendez pas l'effondrement pour vous rappeler ce que vous auriez dû protéger. Gardez votre esprit, bougez votre corps, nourrissez votre clarté, respectez votre rythme. Ce ne sont pas des tendances, ce sont des outils. Et lorsqu'ils sont utilisés avec constance, ils font plus que construire la force. Ils construisent le genre de vie qui tient bon, quoi qu'il arrive. La force exige de l'entretien, et l'entretien est de l'amour déguisé en discipline. Soit vous vous souciez assez de vous pour vous préserver, soit vous vous abandonnez à une lente érosion. Et si vous écoutez ceci, vous savez déjà quel chemin vous étiez destiné à suivre. Choisissez-le à nouveau aujourd'hui et chaque jour après. Ce sont rarement les grandes explosions qui vous épuisent. Ce sont les petites fuites, ces moments où vous vous justifiez 3 fois plus que nécessaire, ces fois où vous avez dit oui avec un sourire forcé alors que tout en vous implorait un non, ces excuses réflexes qui vous ont échappé même si vous n'aviez rien fait de mal. Ce ne sont pas seulement des habitudes, ce sont des drains d'énergie. Chaque petit compromis sur vos frontières émotionnelles ne vous prend pas seulement un morceau de votre paix, il érode votre présence. Et avec le temps, cela s'additionne pour devenir quelque chose de lourd, quelque chose qui vous donne l'impression de porter le poids de tout le monde tout en oubliant lentement comment vous tenir droit. Il n'est pas toujours facile de le voir arriver. Vous pourriez penser que vous êtes simplement gentil, arrangeant, coopératif, mais sous ce sourire se cache la fatigue. Une fatigue silencieuse et constante. Pas le genre de fatigue que le sommeil peut réparer, mais celle qui vient de trop donner de soi-même sans jamais se ressourcer. Vous vous sentez à bout,
ignoré, plein de ressentiment. Et ce ressentiment grandit là où se trouvaient autrefois vos limites. C'est le coût de la fuite émotionnelle. Elle n'épuise pas seulement votre humeur, elle affaiblit votre clarté. Et quand la clarté disparaît, la confusion entre et commence à faire vos choix pour vous. La philosophie stoïcienne a toujours enseigné que la protection de votre monde intérieur est le fondement de la paix, car une fois que quelqu'un prend le contrôle de vos émotions, il vous contrôle. Pas par la force, mais par la culpabilité, la manipulation, les attentes. Vous commencez alors à modeler votre comportement autour des réactions des autres. Vous marchez sur des œufs. Vous censurez votre vérité. Vous cherchez l'approbation là même où l'on continue de vous vider. Et c'est subtil. Vous ne réalisez même pas à quel point vous êtes tiré de tous côtés jusqu'à ce que vous vous retrouviez à répéter mentalement des conversations, à réduire votre expression juste pour que les choses se passent bien. Mais bien pour qui et à quel prix? L'énergie émotionnelle est comme une monnaie, et la plupart des gens la dépensent à outrance. Vous la gaspillez dans des disputes que vous auriez dû ignorer, dans des situations que vous auriez dû quitter, dans un silence que vous auriez dû rompre. Toute expression émotionnelle n'est pas nuisible, mais une expression constante et non surveillée, sans discernement, c'est de l'épuisement déguisé en connexion, et c'est ce qui vous use le plus. Vous n'avez pas besoin de donner une voix à chaque réaction. Vous n'avez pas besoin de valider chaque sentiment que quelqu'un d'autre projette sur vous. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de rester calme, non pas parce que vous réprimez, mais parce que vous choisissez de ne pas saigner pour ce qui ne mérite pas une blessure. Carl Jung a dit un jour: « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous amener à une compréhension de nous-mêmes. » Mais cette compréhension ne peut se produire que lorsque vous cessez de donner tout votre pouvoir émotionnel, lorsque vous faites une pause avant de réagir, lorsque vous laissez un espace s'installer entre le stimulus et votre réponse. Cet espace est l'endroit où réside la clarté. C'est là que vous vous souvenez que chaque commentaire n'a pas besoin d'une défense, que chaque question ne mérite pas une réponse, que chaque froncement de sourcil n'est pas de votre responsabilité. Vous commencez à reconquérir votre souveraineté émotionnelle, non pas en vous fermant, mais en filtrant ce qui requiert réellement votre énergie. Il y a quelque chose de digne dans la retenue, non pas celle qui vient de la peur, mais celle qui vient de la sagesse. La personne qui laisse fuir ses émotions à chaque instant peut paraître expressive, mais sous cette expression se cache souvent l'instabilité. Lorsque vos émotions sont toujours exposées, vous devenez prévisible, et la prévisibilité, entre de mauvaises mains, vous rend manipulable. Les stoïciens nous ont appris qu'une personne sage n'est pas froide, elle est posée. Elle ressent tout, mais ne se laisse pas émouvoir par tout. C'est la différence entre réagir et répondre. L'une est inconsciente, l'autre est disciplinée. Il ne s'agit pas de devenir sans émotion. Il s'agit de devenir délibéré, de savoir quand parler, quand se taire, quand ressentir pleinement et quand prendre du recul pour observer. Vous n'avez pas besoin de revêtir une armure d'indifférence. Vous devez construire un filtre de respect de soi, un filtre qui demande: est-ce que cela vaut mon énergie? Est-ce que cela me rapproche de la vie que je veux? Ou m'en éloigne? Est-ce que cette conversation approfondit la connexion ou draine ma clarté? Quand vous commencez à poser ces questions, quelque chose change. Vous commencez à vous préserver, non par défense, mais par alignement. Sénèque nous a rappelé: nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. Et beaucoup de nos fuites émotionnelles proviennent de responsabilités imaginaires, de la croyance que nous devons une explication à tout le monde, que nous devons être compris de tous, que notre valeur est liée à notre amabilité.
Mais ces croyances sont des mensonges habillés en vertu. Vous ne devez pas votre énergie à tous ceux qui la réclament. Vous ne devez pas votre temps à tous ceux qui le demandent. Vous ne devez pas votre attention à tout ce qui clignote sur votre écran, dans votre journée, dans votre esprit. Ce que vous devez, profondément et sans excuse, c'est la gestion de votre monde intérieur. C'est votre espace sacré. Et personne ne devrait être autorisé à le réarranger, à moins d'avoir gagné ce droit par sa présence, son respect et sa réciprocité. Les gens s'adapteront au ton émotionnel que vous donnez. Si vous êtes toujours disponible, toujours en réaction, toujours en train de vous expliquer, ils attendront cette version de vous pour toujours. Mais au moment où vous commencerez à conserver votre énergie, au moment où vous commencerez à dire « pas maintenant » ou simplement à garder le silence, l'équilibre changera. Ils peuvent y résister au début, mais finalement, ils se recalibreront ou ils partiront. Et s'ils partent parce que vous avez cessé de fuir, alors laissez-les partir. Ce n'est pas un rejet, c'est un raffinement. Aristote a dit un jour, « Se connaître soi-même est le commencement de toute sagesse. » Mais se connaître est inutile si vous ne vous protégez pas également. Les frontières émotionnelles ne concernent pas seulement les autres. Elles vous concernent, vous, apprenant à vivre avec votre propre profondeur sans la laisser vous noyer. Cela signifie tout ressentir, mais n'être maîtrisé par rien. Cela signifie traverser votre journée avec un centre calme auquel personne d'autre ne peut accéder, à moins que vous ne l'y invitiez. Cela signifie reconquérir le droit de décider ce qui mérite votre investissement émotionnel. Vous n'avez pas besoin d'être agressif pour être ferme. Vous n'avez pas besoin d'être bruyant pour être puissant. Parfois, la présence la plus forte dans la pièce est celle qui ne ressent aucun besoin de réagir, celle qui sait quand s'engager et quand laisser passer le bruit. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'autorité. Et cette autorité n'est pas donnée par le monde. Elle est revendiquée par celui qui cesse de fuir. Votre force ne réside pas dans l'intensité de ce que vous ressentez, mais dans la manière dont vous le gérez. Si vous laissez chaque déception, chaque commentaire, chaque malentendu occuper de l'espace en vous, vous finirez par manquer de place pour la paix. L'esprit humain n'a pas une capacité illimitée. Il doit être priorisé, élagué, protégé. Vous ne pouvez pas grandir dans un jardin où toutes les mauvaises herbes sont autorisées à prospérer. Vous devez être intentionnel. Pas dur, pas fermé, juste conscient. Alors la prochaine fois que vous sentirez l'envie d'expliquer ce qui n'a pas besoin de défense, faites une pause. La prochaine fois que vous vous sentirez coupable d'avoir posé une limite, respirez. La prochaine fois que quelqu'un projettera son chaos sur vous, retournez à votre centre. Vous n'êtes pas obligé de porter ce qui ne vous appartient pas, et vous n'êtes pas un réceptacle pour les tempêtes des autres. Ce que vous êtes, c'est un gardien de l'énergie, de la clarté, de soi. Laissez les autres appeler cela de la distance s'ils le doivent. Laissez-les mal interpréter votre silence. Laissez-les confondre votre calme avec de l'indifférence. Vous n'êtes pas ici pour être décodé par tout le monde. Vous êtes ici pour être entier, et la plénitude commence au moment où vous cessez de saigner pour des choses qui n'ont jamais mérité de vous toucher. Les fuites émotionnelles coûtent plus que vous ne le pensez, mais au moment où vous décidez de les arrêter, vous commencez à restaurer quelque chose d'encore plus précieux. Votre présence, votre pouvoir, votre paix. Et rien n'est plus digne de protection que cela. Il y a un mensonge silencieux auquel beaucoup d'entre nous croient. C'est l'idée que donner tout ce que nous avons aux autres fait de nous des êtres vertueux. Nous pensons, si je continue à donner, si je continue à être présent, je serai perçu comme bon, comme altruiste.
Mais en y regardant de plus près, nous réalisons que ce n'est pas toujours la générosité qui est en jeu. Parfois, ce que nous appelons l'altruisme est en réalité un désir inconscient d'être nécessaire. La vérité, c'est que lorsque vous donnez sans limite, vous n'êtes pas simplement compatissant. Vous essayez de prouver votre valeur, et dans ce processus, vous vous perdez. Il y a une différence entre donner parce que vous le pouvez et donner parce que vous sentez que vous le devez. Le premier vient d'un lieu d'abondance, où vos propres besoins sont satisfaits et où vous avez plus à offrir. Le second vient d'un lieu de manque, où vous versez jusqu'à la dernière goutte de vous-même parce que vous avez peur que si vous arrêtez, vous n'aurez plus d'importance. Vous n'offrez pas de l'amour, vous offrez votre survie en espérant que quelqu'un comblera l'espace vide que vous avez créé en vous. Mais ce n'est pas de la bonté. C'est une sorte de manipulation émotionnelle. Vous vous convainquez qu'en donnant, vous obtiendrez l'approbation, la reconnaissance, la validation que vous désirez, mais en vérité, vous ne faites que tendre un miroir à votre propre insécurité. Pensez-y. Combien de fois vous retrouvez-vous à accepter des choses que vous ne voulez pas faire, à dire oui quand votre corps dit non? Combien de fois avez-vous fait des pieds et des mains pour faciliter la vie de quelqu'un d'autre, pour vous sentir ensuite épuisé et ignoré? C'est le coût caché du don excessif. Il ne fait pas qu'épuiser votre énergie. Il vous dépouille de votre clarté, de votre voix, de votre sentiment d'identité. Vous finissez par servir les autres aux dépens de votre propre bien-être, et lorsque la poussière retombe, vous réalisez que vous avez négligé la relation la plus importante de votre vie, celle avec vous-même. Donner sans limite n'est pas une vertu. C'est une stratégie de survie, une survie qui vous demande de mourir un peu plus à chaque fois que vous donnez. Le vrai service vient du trop-plein, pas de l'épuisement. Quand vous êtes plein, vous pouvez donner librement parce que vous avez assez à partager. Vous ne sacrifiez pas une partie de vous-même pour le faire. Vous choisissez de partager ce que vous avez déjà. Mais si vous saignez constamment pour mettre les autres à l'aise, vous ne les aidez pas. Vous les laissez vous définir. Vous dites « Je ne suis pas assez tel que je suis, mais peut-être que si je donne assez, je prouverai enfin ma valeur. » Mais aucune quantité de dons ne vous fera jamais vous sentir entier si le fondement de votre générosité est construit sur l'insécurité. C'est comme essayer de remplir une tasse qui a un trou au fond. Peu importe combien vous y versez, elle ne restera jamais pleine. Il y a un déni profond dans le don excessif. C'est un déni de vos propres besoins, de votre propre valeur, et finalement, de votre propre humanité. Vous vous concentrez tellement sur le comblement des lacunes dans la vie des autres que vous oubliez de prendre soin de la vôtre. Vous vous convainquez que vous êtes noble d'endurer l'épuisement, de prendre sur vous les fardeaux des autres, mais la vérité, c'est que vous vous refusez le droit d'être nourri. Vous vous refusez le droit de vous reposer, de guérir, de récupérer votre énergie, et ce faisant, vous érodez le fondement même de votre force. Mais comment pouvez-vous devenir qui vous êtes vraiment si vous vous pliez constamment pour plaire aux autres? Comment pouvez-vous prendre votre pouvoir si vous le donnez toujours? Le don excessif n'est pas de la générosité. C'est un refus de reconnaître votre propre valeur. C'est prétendre que votre valeur est liée à ce que vous faites pour les autres plutôt qu'à qui vous êtes. La vérité, c'est que vous êtes suffisant tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur par des sacrifices sans fin. Il est temps de cesser de confondre le sacrifice de soi avec la vertu. Votre valeur est inhérente, pas gagnée par l'épuisement. Et plus vous réaliserez cela, moins vous ressentirez le besoin de le prouver à qui que ce soit. Le don devrait venir d'un lieu de force, non de vide.
Il devrait être un choix, pas une compulsion. Lorsque vous arrêtez de donner excessivement, quelque chose d'incroyable se produit. Vous commencez à vous sentir plus entier, plus présent, plus à l'écoute de vos propres besoins. Vous commencez à reconnaître que votre valeur ne réside pas dans ce que vous sacrifiez, mais dans le respect que vous vous portez. Et en cultivant ce respect, vous constaterez que vos relations s'approfondissent, non pas parce que vous donnez plus, mais parce que vous vous présentez en tant que vous-même, dans votre entièreté. Les gens qui tiennent vraiment à vous apprécieront votre présence, votre énergie et vos limites. Ils vous respecteront davantage lorsque vous vous respecterez vous-même. Et ceux qui ne le font pas s'éloigneront naturellement, vous laissant l'espace pour nourrir les connexions qui vous alimentent vraiment. Le don excessif est une forme cachée d'orgueil, car il dit « Je me sacrifierai pour prouver que j'ai de l'importance ». Mais le vrai service, le véritable amour, la vraie force viennent d'un lieu d'abondance, non d'épuisement. Ils viennent de la reconnaissance que votre valeur ne réside pas dans ce que vous donnez, mais dans qui vous êtes. Et lorsque vous pouvez vous tenir dans cette vérité, vous découvrirez que le monde n'a pas besoin de votre sacrifice. Il a besoin de votre force. Et cette force est enracinée dans le respect de soi-même d'abord, non par égoïsme, mais par la connaissance profonde et inébranlable que vous êtes suffisant tel que vous êtes. Et lorsque vous vous en souviendrez, vous aurez plus qu'assez à donner. On entend souvent dire que le monde est le reflet de ce que nous portons en nous. Mais en réalité, le monde ne réagit pas toujours à qui vous êtes. Il réagit à la manière dont vous vous traitez vous-même. Chaque interaction, chaque échange, chaque relation révèle quelque chose sur votre propre estime. Si vous vous considérez comme une priorité secondaire, les autres feront de même. Si vous reportez constamment vos rêves pour accommoder ceux des autres, ils ne vont pas soudainement vous pousser à les poursuivre. Au contraire, ils y verront probablement le signe que vos rêves sont moins importants que les leurs. Et c'est là, mon ami, que les choses commencent à déraper. Lorsque vous diminuez vos propres besoins et désirs pour le bien de tous les autres, vous enseignez au monde que vos limites ne sont pas assez solides pour être respectées. Vous montrez aux gens que vous ne vous accordez aucune valeur, et par conséquent, ils ne vous en accorderont pas non plus. Fondamentalement, le monde n'accorde de la valeur qu'à ce que vous valorisez vous-même. C'est une vérité difficile à accepter. Nous aimons penser que les gens verront notre valeur malgré la façon dont nous nous traitons, qu'ils reconnaîtront notre potentiel même lorsque nous ne l'honorons pas. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Nous n'obtenons pas ce que nous méritons. Nous obtenons ce que nous tolérons. Et chaque fois que vous vous contentez de moins que ce que vous désirez vraiment, vous renforcez cette croyance. Vous apprenez aux autres que votre temps, votre énergie et votre esprit sont tous négociables. Il est facile de pointer les autres du doigt pour ne pas nous avoir traités comme nous le méritions, mais la vraie question est, comment leur avons-nous appris à nous traiter? Prenez un instant pour y réfléchir. Quand avez-vous dit oui pour la dernière fois alors que vous pensiez non? Quand avez-vous fait passer le confort de quelqu'un d'autre avant votre propre bien-être? Ce n'est pas de la gentillesse, c'est de l'auto-négligence, et le monde le remarque. Ce n'est pas que les gens vous manquent de respect intentionnellement, c'est qu'ils ont compris que vous ne vous respectez pas assez pour tracer des lignes claires. Et lorsque ces limites ne sont pas établies, lorsque les standards ne sont pas fixés, les autres s'engouffrent et prennent ce qu'ils peuvent, sans y penser à deux fois. Vous ne pouvez pas les blâmer. Ils ne font que répondre au message que vous avez envoyé. Vous leur avez montré que vos besoins sont secondaires, que vos rêves peuvent attendre, et en retour, ils l'ont accepté. Carl Jung a dit un jour, « Vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous ferez. » Cette citation va droit au cœur du sujet. Il est facile de dire que nous nous estimons,
de prononcer des mots de respect de soi, mais la véritable mesure de notre valeur réside dans les actions que nous posons. Elle se trouve dans les limites que nous fixons, le temps que nous protégeons, les priorités que nous déclarons. Et tout comme l'univers répond à nos actions, les gens qui nous entourent le font aussi. Si vous agissez comme si votre temps n'avait pas de valeur, les gens le traiteront comme s'il était jetable. Si vous agissez comme si vos rêves étaient négociables, les autres supposeront qu'ils n'ont pas d'importance. La dure vérité est que la manière dont le monde vous traite est souvent le reflet direct de la manière dont vous lui avez appris à vous traiter. Le respect de soi n'est pas seulement une question de prendre soin de son corps ou de maintenir une routine saine. C'est reconnaître sa valeur dans chaque aspect de sa vie. C'est rester ferme dans ses décisions, défendre son temps et protéger son énergie. Lorsque vous montrez au monde que vous ne tolérerez ni mauvais traitement ni négligence, vous enseignez aux autres que votre présence compte. Vous leur donnez un modèle sur la façon dont ils doivent vous traiter, et ce modèle, c'est vous qui le dessinez à travers vos choix quotidiens. Alors, comment amorcer ce changement? Comment passer de l'oubli de soi à un état où vos besoins passent en premier, où le monde commence à vous renvoyer votre propre valeur? La réponse réside dans des actions petites mais constantes. Tout commence par vous. Cela commence par ces petits moments. Dire non quand vous le pensez. Tracer la ligne lorsque vous sentez que vos limites sont mises à l'épreuve. Refuser de tolérer le manque de respect, aussi subtil soit-il. C'est dans la façon dont vous vous traitez quand personne ne regarde. Plus vous répondrez à vos propres besoins, plus les autres commenceront à y répondre aussi. Les gens ne peuvent pas respecter ce que vous ne respectez pas. Ils ne peuvent pas valoriser ce que vous ne valorisez pas. Et surtout, ils ne peuvent pas vous donner l'énergie que vous vous refusez à vous-même. Nous connaissons tous le dicton « On ne peut pas verser d'une coupe vide ». Cela peut sembler cliché, mais c'est la pure vérité. Lorsque vous ne vous donnez pas la priorité, lorsque vous ne remplissez pas votre propre coupe, il devient impossible de donner depuis un lieu d'abondance. Vous donnez parce que vous vous sentez obligé, pas parce que vous en avez la capacité. Et lorsque cela se produit, vous ne donnez pas de l'amour, vous donnez de l'épuisement, du ressentiment, et vous le donnez au détriment de votre propre bien-être. Il est temps de cesser d'attendre que le monde valide votre valeur. Le monde n'est pas responsable de votre valeur, vous l'êtes. C'est vous qui décidez comment vous êtes traité, comment vous êtes considéré et comment vous vous présentez à vous-même. La façon dont vous vous traitez est le fondement de tout ce qui suit. Si vous vous traitez comme une personne essentielle, le monde suivra. Si vous vous traitez comme une option, le monde vous verra exactement comme cela. Une pensée secondaire. En commençant à honorer vos propres besoins, vous remarquerez que quelque chose d'incroyable se produit. Non seulement vous vous sentirez plus aligné, plus ancré, mais vous deviendrez aussi plus magnétique. L'énergie que vous rayonnez lorsque vous vous estimez vraiment attire les bonnes personnes vers vous. Des personnes qui respectent vos limites, qui voient votre valeur et qui vous encouragent à poursuivre vos rêves. Souvenez-vous, le monde reflète la façon dont vous vous traitez. Et la première étape pour changer le reflet est de changer la façon dont vous vous percevez. Cessez de vous contenter de moins. Commencez à vous respecter et regardez le monde répondre à l'énergie que vous lui donnez. On associe souvent les limites à une mauvaise réputation. Les gens entendent ce mot et pensent à des murs, des structures hautes, froides, infranchissables, conçues pour tenir les autres à l'écart. Mais ce n'est pas ce que sont les limites. Les limites ne visent pas à bloquer les gens ou à les exclure. Elles visent à définir des espaces clairs où vous contrôlez ce qui est autorisé à entrer. Imaginez une porte au lieu d'un mur. Une porte que vous ouvrez quand c'est juste pour vous et que vous fermez quand ça ne l'est pas. Il ne s'agit pas d'éloigner les gens,
mais de les laisser entrer selon vos propres conditions. Il s'agit de décider qui mérite votre temps, votre attention, votre énergie. Car, avouons-le, vous ne pouvez pas tout donner à tout le monde. Et la vérité, c'est que vous ne le devriez pas. Dans un monde qui en demande constamment plus, il peut sembler que vous êtes censé être disponible pour tout le monde, à tout moment. Mais si vous dites toujours oui aux besoins des autres, quand vous arrive-t-il de dire oui aux vôtres? Les limites ne sont pas des murs. Ce sont les lignes saines qui vous permettent de protéger les parties de vous qui sont les plus sacrées, votre paix, votre énergie, votre créativité. Sans limite, vous laissez votre porte grande ouverte, laissant n'importe qui entrer, prendre ce dont il a besoin, et vous laisser épuiser. Et quand vous êtes vidé, il ne vous reste plus rien à donner, ni à vous-même, ni aux autres. Il y a cette idée fausse selon laquelle avoir des limites vous rend impoli ou égoïste. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la capitulation. Capituler votre temps, vos valeurs, votre espace mental et, finalement, votre respect de vous-même. L'amour ne consiste pas à donner sans fin jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus rien. L'amour, c'est comprendre que vous devez d'abord vous protéger pour pouvoir vraiment donner. Tout comme une coupe ne peut déborder que de ce qu'elle contient, votre capacité à donner de l'amour, de la gentillesse ou du soutien provient de la source de votre propre bien-être. Et cette source a besoin de protection. Les limites protègent aussi votre espace émotionnel. Vos pensées, vos sentiments, vos besoins méritent tout autant de respect. Poser des limites, c'est protéger votre souveraineté émotionnelle. Il ne s'agit pas de se fermer, mais d'être sélectif sur qui et quoi peut entrer. Tout le monde ne mérite pas d'accéder aux parties les plus vulnérables de vous. Les limites sont votre façon de dire « Je me respecte assez pour décider qui peut partager mon énergie ». Comment pouvez-vous devenir qui vous êtes vraiment si vous cédez constamment des morceaux de vous-même aux autres? Comment pouvez-vous incarner votre vérité si vous vous pliez sans cesse pour accommoder les besoins d'autrui? Les limites sont la clé de la découverte de soi, car elles vous permettent de créer l'espace nécessaire pour réfléchir, grandir et devenir. Poser des limites est un acte d'amour et de respect de soi. C'est décider que vous méritez d'être traité avec soin, et cela inclut la protection de votre temps, de votre énergie et de votre santé mentale. La vérité est que plus vous permettez aux autres d'empiéter sur vos limites, plus vous vous perdez vous-même. Lorsque vous fixez des limites claires, vous vous reconnectez à vous-même. Vous vous souvenez de qui vous êtes, de ce que vous valorisez et de votre position. Vos limites ne vous protègent pas seulement, elles vous aident à reprendre votre vie en main. Souvenez-vous, les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes. Elles s'ouvrent quand vous le choisissez, elles se ferment quand vous le choisissez. Elles vous permettent de vous connecter aux autres selon vos termes, pas les leurs. Et dans un monde qui pousse constamment à faire plus vite, mieux, la capacité de dire non et de protéger votre temps, votre paix et votre énergie est un acte de pouvoir. Lorsque vous commencerez à vous protéger, vous découvrirez que le monde vous respecte davantage, pas moins. Et c'est là que vous commencerez à comprendre que les limites ne sont pas des restrictions, mais des libérations. Si quelqu'un observait comment vous avez passé chaque heure de cette semaine, que dirait-il de vos priorités? Verrait-il que vous investissez dans ce qui compte vraiment, ou remarquerait-il que votre temps est consacré aux distractions, aux obligations et aux exigences des autres? Le temps ne ment pas. Il est le miroir le plus fidèle de vos valeurs. La façon dont vous passez vos minutes et vos heures dit au monde exactement où se situe votre attention. Si vous ne gardez pas votre temps comme s'il était sacré, ne vous attendez pas à ce que votre vie ait un sens. Chaque minute que vous cédez sans y penser
est une brique retirée de la structure de votre objectif de vie. Votre temps est le fondement de tout ce que vous construisez. Vous vous dites peut-être que vous êtes trop occupé pour vous concentrer sur ce qui est important, mais la vérité est que vous êtes trop distrait. Il est facile de se laisser entraîner dans le cycle sans fin des tâches, des emails, des réunions et des obligations. Mais avec le recul, combien de ces choses ont réellement ajouté de la valeur à votre vie? Combien n'étaient que du bruit, des choses qui exigeaient de votre attention, mais vous laissaient vider et sans inspiration? La dure réalité est que vous ne pouvez pas créer une vie pleine de sens si vous continuez à donner votre temps à des choses qui ne correspondent pas à vos valeurs. Votre temps est précieux, et chaque moment passé sur des choses qui ne servent pas votre véritable objectif est un moment que vous ne retrouverez jamais. Vous devez le façonner chaque jour, en choisissant où vous placez votre attention et votre énergie. Carl Jung a dit un jour: votre vision ne deviendra claire que lorsque vous pourrez regarder dans votre propre cœur. Qui regarde à l'extérieur, rêve. Qui regarde à l'intérieur, s'éveille. Cette citation souligne l'importance de la conscience de soi dans la façon dont nous passons notre temps. Vous ne pouvez pas espérer construire une vie qui correspond à vos valeurs si vous ne prenez pas d'abord le temps de regarder à l'intérieur et de vous demander ce qui compte vraiment. Le temps n'est pas seulement quelque chose que nous dépensons, c'est quelque chose que nous investissons. Lorsque vous investissez dans votre croissance, dans vos passions et dans les choses qui vous apportent de la joie et de l'épanouissement, vous créez une vie qui reflète vos valeurs les plus profondes. Lorsque vous le dépensez sans réfléchir, vous laissez la vie vous filer entre les doigts. Nous disons des choses comme « je m'en occuperai plus tard » ou « je n'ai pas le temps en ce moment ». Mais la vérité est que nous avons tous du temps. Nous choisissons simplement où le dépenser. Et ces choix, bien que petits sur le moment, s'accumulent avec le temps. Ils créent des schémas. Ils définissent votre vie. Vous êtes la somme de la manière dont vous passez votre temps. Vous êtes, en somme, l'incarnation de la manière dont vous choisissez d'employer le temps qui vous est imparti. Le problème n'est pas que le temps nous manque, c'est que nous en faisons un mauvais usage. Nous nous laissons distraire par la gratification immédiate, par ces choses qui semblent urgentes, mais qui, au fond, n'ont que peu d'importance. Et ce faisant, nous dilapidons notre ressource la plus précieuse, notre temps. Vous vous dites peut-être que vous rattraperez le temps perdu, mais la vérité, c'est que, plus tard, est une promesse que l'avenir ne vous rendra jamais. Chaque fois que vous cédez votre temps sans y penser, vous dites non à la vie que vous aspirez réellement à bâtir. Vous choisissez le confort et la distraction plutôt que l'intention et la croissance. Et ces petits choix, jour après jour, s'additionnent. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer cela à tout instant. Tout commence par une prise de conscience de la manière dont votre temps s'écoule et par des choix intentionnels. Définissez des priorités claires, ces choses qui comptent vraiment pour vous, qui s'alignent avec votre but profond. Puis, défendez ces priorités avec acharnement. Dites non quand il le faut. Choisissez judicieusement vos engagements. Alignez vos actions quotidiennes sur la vie que vous désirez bâtir. Et souvenez-vous, chaque minute que vous investissez dans votre mission est un pas de plus vers la vie que vous désirez ardemment. Le temps n'est pas quelque chose que l'on attend, c'est quelque chose que l'on crée. Et lorsque vous commencerez à le traiter avec le respect qu'il mérite, vous découvrirez que la vie devient plus riche de sens, plus alignée et plus épanouissante. Si vous voulez vivre une vie qui reflète vos valeurs, commencez par votre temps. La façon dont vous le dépensez révèle tout de qui vous êtes et de ce qui vous importe. Chaque décision, aussi petite soit-elle, compose la réalité dans laquelle vous vivez. Le temps ne ment pas. Il dit la vérité sur vos priorités, votre concentration et vos valeurs.
Alors, prenez un moment pour réfléchir. Où va votre temps? Et plus important encore, où voulez-vous qu'il aille? Faites le choix d'investir en vous-même. Choisissez votre but, choisissez votre croissance et regardez votre vie se transformer pour refléter ces décisions. Dans un monde bâti sur la distraction, la clarté est un acte de rébellion. Nous vivons à une époque où notre attention est constamment prise en otage, que ce soit par la sonnerie d'une notification, le bourdonnement d'un email ou le flot incessant d'informations qui inonde notre esprit. Il est facile de se laisser emporter par le bruit, de dériver d'un moment à l'autre sans jamais être vraiment présent. Mais voici la vérité. Vous ne pouvez rien construire de valeur si votre attention est fragmentée. Chaque fois que vous êtes tiré dans des directions différentes, vous perdez une partie de vous-même. Vous perdez votre concentration. Et sans concentration, rien de substantiel ne peut être accompli. La concentration n'est pas une simple astuce de productivité. C'est un chemin pour devenir qui vous êtes vraiment. Pensez-y. Lorsque vous êtes concentré, lorsque votre énergie est dirigée dans une seule direction, vous avez le pouvoir de créer. La concentration est le fondement de la croissance. C'est la force qui transforme le potentiel en action et les rêves en réalité. Lorsque vous laissez votre attention se fragmenter, vous ne perdez pas seulement du temps, vous perdez l'opportunité de donner un sens à votre vie. Chaque minute accordée à l'insignifiant est une minute retirée à votre objectif supérieur. Devenir qui vous êtes vraiment exige de la concentration. Cela exige la capacité de ne pas laisser le monde extérieur dicter vos actions. Dans un monde qui exige un engagement constant, la capacité de résister à la distraction est l'un des actes de respect de soi les plus profonds. C'est une rébellion contre le bruit. Le vrai pouvoir réside dans la capacité de dire non à tout ce qui ne vous sert pas, et oui, avec intention, à ce qui vous élève. Lorsque votre énergie est dispersée, votre identité l'est aussi. Vous connaissez cette personne qui jongle avec trop de choses, toujours en train de courir, de réagir, jamais pleinement présente. Elle est occupée, mais elle ne progresse pas. Elle est submergée, mais elle ne grandit pas. Au milieu de tout cela, elle a perdu de vue qui elle est vraiment. Lorsque vous vous laissez distraire, vous ne perdez pas seulement du temps, vous perdez de la clarté. Et lorsque la clarté s'estompe, votre but s'estompe avec elle. Les personnes qui réussissent le mieux comprennent ce principe. Elles savent que la concentration est la clé de la maîtrise. Le succès ne vient pas du fait de travailler plus dur, mais plus intelligemment, en priorisant ce qui compte et en éliminant tout le reste. La concentration est une discipline. C'est un muscle qui doit être entraîné. Cela demande de l'effort, de l'intention et de la pratique. Au début, c'est inconfortable. Il faut du temps pour entraîner son esprit à résister à l'attrait des distractions. Mais avec le temps, cela devient plus facile. Et à mesure que votre concentration se renforce, votre sentiment d'identité se renforce également. Vous prenez des décisions basées sur vos valeurs et non sur les caprices du monde. Cela ne signifie pas qu'il faut se couper du monde, mais qu'il faut choisir ce qui est digne de votre attention. Tout ne mérite pas une parcelle de votre énergie. Vous avez le droit de protéger votre concentration, de la garder comme un trésor. C'est votre ressource la plus précieuse. Vous pouvez avoir toute l'ambition du monde, mais si votre concentration n'est pas claire, vous n'irez nulle part. Dans un monde de distractions infinies, protéger sa concentration est un acte radical. C'est un engagement envers vous-même. Chaque moment où vous restez présent est un moment où vous vous choisissez. Chaque moment où vous vous concentrez sur ce qui compte est un moment où vous créez votre avenir. Se concentrer, ce n'est pas seulement faire plus de choses, c'est faire les bonnes choses. C'est choisir ce qui compte vraiment et aligner ses actions en conséquence.
Le monde essaiera de vous tirer dans 1 million de directions, mais c'est vous qui décidez où va votre énergie. Et cette décision, plus que toute autre, déterminera le cours de votre vie. On nous a appris que le multitâche était la clé du succès. C'est un mythe. C'est un mensonge qui nous maintient distress et inefficaces. Quand vous essayez de faire trop de choses à la fois, vous ne faites rien de bien. Se concentrer, c'est dire non aux choses qui ne vous servent pas et oui à celles qui comptent vraiment. Votre concentration est le reflet de vos valeurs. Alors, traitez chaque moment de concentration comme un instant sacré. Protégez-le, honorez-le et surtout, utilisez-le pour créer la vie que vous voulez vraiment vivre. Dans un monde bâti sur la distraction, la clarté est la forme ultime de résistance. C'est le chemin vers votre moi le plus élevé. Gardez votre concentration affûtée et vous verrez que tout le reste commencera à se mettre en place. Vous n'avez pas besoin de réagir à tout, c'est tentant, je sais. Quelqu'un dit quelque chose qui vous blesse, une situation vous semble injuste, et votre premier instinct est de vous jeter dans la mêlée. Mais voici la vérité. La plupart du temps, vous n'avez pas besoin de vous engager. Chaque insulte ne requiert pas de riposte. Chaque problème n'a pas besoin d'être résolu. Vous décidez de ce qui mérite votre attention. Vous décidez de ce qui occupe de l'espace dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre vie. Le détachement ne consiste pas à être indifférent. Il consiste à choisir où vous placez votre énergie. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la sagesse. C'est la prise de conscience que tout dans la vie ne requiert pas votre implication immédiate. Combien de fois vous êtes-vous laissé entraîner émotionnellement dans quelque chose qui, avec le recul, n'avait aucune importance? Ces moments ne vous définissent pas. Ils vous épuisent. Dans le stoïcisme, il existe un principe fondamental: maîtriser son état intérieur. La vraie paix vient de l'intérieur, de la maîtrise de soi. Et cette maîtrise commence par le détachement. Épictète disait: « Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la façon dont vous y réagissez. » C'est la clé du pouvoir intérieur. Lorsque vous cessez de permettre à chaque événement extérieur de vous ébranler, vous commencez à contrôler la seule chose que vous pouvez vraiment contrôler, vous-même. La maîtrise de soi consiste à comprendre que tout ne nécessite pas votre énergie émotionnelle, que certaines batailles ne sont pas les vôtres. Plus vous vous détachez, plus vous gagnez en pouvoir. Pouvoir sur votre temps, pouvoir sur vos réactions, pouvoir sur votre vie. Quand vous cessez de réagir à tout, vous commencez à régner. Lorsque vous réagissez par impulsion, vous cédez votre pouvoir. Mais lorsque vous choisissez le détachement, vous le reprenez. Dans ce monde effréné et hyper connecté, le détachement est un acte radical. C'est l'art de dire non aux distractions, non aux drames, non à ce qui ne contribue pas à votre bien-être. Lorsque vous pratiquez le détachement, vous créez de l'espace. Et dans cet espace, vous trouvez la clarté. Plus vous vous détachez du bruit, plus vous entendez clairement votre propre voix. Vous commencez à vivre en accord avec vos valeurs. Le détachement ne signifie pas que vous ne vous souciez de rien. Il signifie que vous vous souciez suffisamment pour donner la priorité à ce qui compte vraiment. En fait, plus vous vous détachez des choses qui vous épuisent, plus vous avez d'énergie à consacrer à l'essentiel. Le pouvoir du détachement réside dans votre capacité à choisir ce qui vous touche. Vous ne laissez plus le monde dicter ce que vous ressentez. Vous devenez le maître de votre propre état. Le détachement vous donne aussi la liberté de prendre du recul. Vous prenez des décisions à partir d'un lieu de clarté et non sous l'impulsion de l'émotion. Vous commencez à agir avec intention au lieu de réagir par habitude.
Vous commencez à régner lorsque vous cessez de réagir. Le détachement est la porte d'entrée du pouvoir intérieur. Il ne s'agit pas de se fermer au monde. Il s'agit de choisir où investir votre énergie. Et dans ce choix, vous retrouvez le pouvoir le plus précieux de tous, le pouvoir sur votre propre vie. Vous n'avez pas besoin de vous justifier auprès de tout le monde. Vous n'avez pas besoin de raconter votre évolution ou de justifier vos choix. En fait, plus vous essayez de vous expliquer, plus votre impact se dilue. Pensez-y. Le chêne ne demande pas d'applaudissements en grandissant. Il pousse simplement, solide et droit, sans avoir besoin de la validation de personne. Le silence qui l'entoure ne fait qu'approfondir sa présence, et c'est là que réside son pouvoir. Le silence ne consiste pas à se retenir, mais à laisser ses actions parler plus fort que les mots. Dans le monde d'aujourd'hui, où tout le monde crie pour se faire entendre, le silence devient une denrée rare. Dans un monde si bruyant, la retenue devient une chose précieuse. Elle se démarque. Elle attire l'attention, non par la force, mais par sa rareté. Plus vous vous retenez, plus votre présence remplit l'espace. C'est comme l'air avant un orage, calme, silencieux, et pourtant chargé de puissance. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est une maîtrise. C'est une maîtrise de votre propre énergie. Quand vous parlez moins, vous conservez votre pouvoir. Vous ne gaspillez pas vos mots sur des choses qui n'ont pas d'importance. Et ce faisant, vous construisez une aura autour de vous. Les gens commencent à réaliser qu'il y a en vous une profondeur que les mots ne peuvent pas entièrement saisir. Vos actions, la façon dont vous vous tenez, voilà le langage que les gens écoutent. Lorsque vous laissez vos actions parler pour vous, vous créez une forme de respect différente. C'est le respect qui vient de la constance, du fait de faire le travail et de laisser les résultats parler d'eux-mêmes. Il est facile de parler de ce que vous voulez faire, mais le véritable impact réside dans ce que vous faites réellement. Et plus vous démontrerez vos valeurs par l'action, moins vous ressentirez le besoin de les expliquer. Carl Jung a dit un jour, « Plus vous devenez silencieux, plus vous pouvez entendre. » Cela est vrai non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychologique. Plus vous apprenez à embrasser le silence, plus vous entendez votre propre voix intérieure. L'esprit a besoin d'espace pour respirer, pour réfléchir. Et lorsque vous créez cet espace, vous commencez à entendre les choses clairement. Vous commencez à comprendre vos propres désirs, vos propres motivations et surtout votre propre valeur. La retenue dans la parole ne signifie pas se retirer de la vie. Elle signifie choisir ses mots et ses actions avec intention. Elle signifie comprendre que tout n'a pas besoin d'être expliqué. Parfois, votre présence suffit. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de tenir bon, de rester silencieux et de laisser le monde regarder pendant que vous travaillez, que vous grandissez, que vous avancez. Votre silence devient une déclaration, une qui dit « Je n'ai pas besoin de vous convaincre de ma valeur. » Dans un monde avide de gratification instantanée et de validation permanente, la retenue devient un acte de défiance. Les personnes qui parlent sans cesse, qui se justifient constamment, qui cherchent l'approbation, sont souvent celles qui ont le moins à dire. Elles quêtent de l'attention, mais ne trouvent jamais la profondeur qui naît de la quiétude. Lorsque vous restez silencieux, vous vous détachez du besoin d'être validé. Vous ne dépendez plus des applaudissements des autres pour alimenter votre raison d'être. Au lieu de cela, vous vous tournez vers l'intérieur et puisez votre force en vous-même. Votre estime de soi ne s'ancre plus dans ce que les autres pensent de vous, mais dans qui vous êtes vraiment. Le silence confère une forme de gravitas.
Il vous donne une stature, une substance, même lorsque vous ne prononcez pas un mot. Les gens sont attirés par ceux qui ont suffisamment confiance en eux pour rester immobiles. Dans un monde toujours en mouvement, toujours en quête, toujours bruyant, ceux qui savent rester maîtres d'eux-mêmes, qui savent conserver leur propre énergie, deviennent des figures de pouvoir. Et ce n'est pas un pouvoir que l'on affiche ou que l'on exige. Il se ressent, tout simplement. C'est le pouvoir de la présence, d'être pleinement ancré dans qui vous êtes et de laisser cette présence parler pour vous. Plus vous parlez, plus vous risquez de diluer votre message. Les mots, lorsqu'ils sont surutilisés, perdent leur poids. Mais lorsque vous parlez moins, lorsque vous réservez votre énergie, vos paroles deviennent plus significatives. Chaque phrase porte plus de substance, car elle a été mûrement réfléchie. Chaque action devient le reflet de vos valeurs, car vous y avez mis de la pensée. Lorsque vous cessez de réagir impulsivement à chaque stimulus, vous vous donnez l'espace de répondre avec intention. Et c'est là que réside votre véritable pouvoir. Non pas dans votre capacité à remplir l'air de bruit, mais dans votre capacité à rester impassible, centré, et à laisser vos actions parler d'elles-mêmes. Les gens vous respecteront davantage lorsqu'ils verront que vous n'avez pas besoin de vous expliquer constamment. Vous n'avez pas besoin de les convaincre de votre valeur. Vous n'avez pas besoin de justifier vos décisions. Il vous suffit de vivre en accord avec votre vérité, et cette vérité rayonnera. Votre silence donne aux autres l'espace d'observer, d'apprécier et de vous comprendre pour qui vous êtes vraiment, et non pour celui que vous essayez d'être lorsque vous êtes pris dans l'urgence de prouver quelque chose. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de vous expliquer ou de combler le silence par un bavardage inutile, souvenez-vous, le silence n'est pas l'absence de communication. C'est l'espace où se crée le véritable pouvoir. C'est l'immobilité où vos intentions deviennent claires, où vos actions parlent plus fort que les mots, et où votre présence suffit. Dans un monde accro au bruit, votre silence est la chose la plus profonde que vous puissiez offrir. Parlez moins, agissez plus, et laissez votre présence dire ce que vos mots n'ont plus besoin d'exprimer. Laissez le silence construire cette force d'attraction qui attire les gens vers vous, non pas parce que vous demandez de l'attention, mais parce que votre présence est indéniable. Vous n'êtes pas ici pour être consumé jusqu'à l'épuisement. Vous n'êtes pas une ressource inépuisable dans laquelle les autres peuvent puiser jusqu'à ce que la moindre parcelle de votre énergie soit anéantie. La vérité, c'est que trop de gens vivent comme si leur valeur résidait dans ce qu'ils donnent, dans ce qu'ils sacrifient, dans ce qu'ils déversent pour les autres. Pourtant, lorsque vous vivez ainsi, quelque chose de profond se produit. Vous commencez à vous flétrir. Vous commencez à vous perdre dans le processus, à sentir que vous donnez plus que ce que vous avez. Au début, cela peut sembler une quête noble, mais vous réalisez finalement que si vous continuez à donner sans vous ressourcer, vous n'aidez personne. En fait, vous faites le contraire. Vous vous videz et un vase vide ne peut rien verser aux autres. Le problème de cette mentalité est qu'elle repose sur la croyance que votre valeur est déterminée par ce que vous donnez. Mais votre valeur ne se trouve pas dans ce que vous pouvez faire pour les autres. Elle se trouve dans qui vous êtes. Vous n'êtes pas un service public qui n'existe que pour répondre aux besoins des autres. Vous êtes des fondations. Les fondations sont solides, stables et construites pour durer. Elles ne cèdent pas des morceaux d'elles-mêmes jusqu'à devenir creuses. Elles offrent un soutien. Elles ancrent les choses. Elles restent stables même lorsque la tempête arrive. Si vous voulez être quelqu'un sur qui les autres peuvent vraiment compter, vous devez d'abord apprendre à être vos propres fondations. Lorsque vous donnez la priorité à votre propre croissance, à votre propre vision, à votre propre restauration, vous ne devenez pas seulement plus fort. Vous devenez une source de force pour les autres. Vous n'avez pas besoin de vous épuiser pour être là pour les gens. Lorsque vous prenez soin de vous, lorsque vous restez ferme dans votre propre vision,
Vous devenez quelqu'un sur qui l'on peut vraiment compter. Non pas parce que vous avez tout sacrifié, mais parce que vous avez pris la décision consciente de rester entier, et de cette plénitude, vous donnez d'une manière qui nourrit et non qui draine. Carl Jung a dit un jour, « Votre tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et de trouver toutes les barrières que vous avez construites en vous contre lui. » Cela s'applique aussi à votre sentiment d'identité. Les barrières que vous érigez contre votre propre croissance, que ce soit par la négligence de soi, le désir de plaire ou le sacrifice de votre bien-être, sont précisément ce qui vous empêche d'être les fondations solides que vous êtes censés être. Le moment où vous commencez à vous traiter comme des fondations est le moment où vous cessez de vivre pour les attentes des autres et commencez à vivre pour votre propre dessein. Vous prenez des décisions basées sur ce qui s'aligne avec votre vision, et non plus seulement sur ce que les autres attendent de vous. Et c'est à ce moment-là que vous devenez une personne de confiance, non pas parce que vous leur avez tout donné, mais parce que vous avez tenu bon et êtes resté fidèle à votre propre chemin. La force ne vient pas du sacrifice constant, elle vient de l'équilibre, elle vient de la compréhension que vous êtes une personne entière, donnée depuis l'abondance, non depuis le vide. Et lorsque vous fixez vos limites, lorsque vous protégez votre énergie, vous enseignez aux autres à faire de même. Vous leur enseignez que le respect de soi est le fondement de tout le reste. Il y aura toujours des gens qui n'apprécieront pas vos limites, ils n'aimeront pas votre silence, ils n'aimeront pas votre détachement. Et bien que cela puisse être blessant à réaliser, ce n'est pas votre problème. C'est leur inconfort face à votre clarté. Plus vous commencez à donner la priorité à votre paix, plus d'autres peuvent se sentir menacés. Vous cessez de chercher l'approbation. Vous cessez de vous modeler pour correspondre à l'idée que quelqu'un d'autre se fait de vous. Et soudain, pour eux, vous devenez un défi, un miroir reflétant les zones de leur propre vie où ils se sentent incomplets ou hors de contrôle. Plutôt que d'affronter cet inconfort, ils le projetteront sur vous, s'attendant à ce que vous vous rétractiez, que vous vous adaptiez, que vous les apaisiez. Mais voici la vérité. Vous ne leur devez rien de tout cela. Vous ne devez à personne des excuses pour avoir choisi la paix. Vous ne devez à personne une justification pour maintenir vos limites. Votre paix vous appartient. Et si cela dérange quelqu'un, il ne vous incombe pas de régler son problème. Lorsque vous êtes clair sur qui vous êtes, ce que vous voulez et ce que vous défendez, cela peut rendre les autres mal à l'aise. Mais ne laissez pas cet inconfort vous faire douter de votre chemin. Ne laissez pas l'incapacité de quelqu'un d'autre à gérer votre paix vous faire douter du pouvoir de vos limites. La véritable force réside dans l'immobilité. La vraie paix n'est pas un luxe, c'est une discipline. Et lorsque vous commencez à la pratiquer, vous réalisez à quel point cela peut être déstabilisant pour votre entourage. Mais c'est leur parcours, pas le vôtre. Si votre calme les perturbe, c'est qu'ils n'ont pas encore appris à trouver leur propre paix. Votre paix n'a pas à s'excuser. Elle n'a pas à se réduire pour accommoder le malaise de quelqu'un d'autre. Combien de fois avons-nous atténué notre propre lumière pour éviter de faire des vagues? Combien de fois avons-nous fait taire notre vérité simplement pour maintenir une paix extérieure, pour nous retrouver ensuite en guerre avec nous-mêmes? Quand vous cessez de plaire aux gens, quand vous commencez à donner la priorité à votre propre paix et à votre respect de soi, vous dérangerez inévitablement certaines personnes. Ce n'est pas le signe que vous faites quelque chose de mal, c'est le signe que vous faites quelque chose de bien. Leur inconfort n'est pas votre problème. Votre calme n'est pas un crime et votre respect de soi n'est pas une offense. Ce n'est pas parce que quelqu'un réagit négativement à vos limites que vous devez les réduire ou vous justifier. Cela ne signifie pas que vous ne ressentez pas d'empathie, mais que vous reconnaissez que votre énergie est sacrée. Vous n'avez pas à la donner d'une manière qui vous laisse épuiser. Les vraies relations naissent d'un lieu de paix intérieure, où vos limites sont respectées, où vous êtes autorisé à exister tel que vous êtes. Alors,
Si votre paix rend quelqu'un mal à l'aise, qu'il en soit ainsi. Laissez-les être contrariés. Vous ne vous faites aucun tort. Vous choisissez simplement de rester ferme dans votre respect de vous-même, de construire la vie que vous méritez. Votre paix est le fondement de tout ce que vous êtes et de tout ce que vous deviendrez. Ceux qui sont alignés avec votre énergie resteront, et ceux qui ne le sont pas s'éloigneront naturellement. Laissez votre paix être la frontière qui définit votre vie. Laissez-la être l'espace où vous pouvez vous épanouir, sans excuse. Savoir dire non est l'un des outils les plus puissants que vous possédiez, et pourtant, c'est souvent la chose la plus difficile à dire. Chaque fois que vous dites oui alors que vous voulez dire non, vous vous abandonnez un peu plus. Vous commencez à réduire vos propres besoins, vos propres désirs, simplement pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise. Et dans ce processus, vous perdez le contact avec votre propre vérité. Et si dire non était la clé pour reprendre votre pouvoir? Et si, chaque fois que vous disiez non, clairement, calmement, sans excuse, vous enseignez au monde que votre âme n'est pas négociable? Vous n'êtes pas ici pour être infiniment disponible pour tous les autres pendant que votre propre bien-être est mis de côté. Dire non n'est pas un rejet des autres, c'est une affirmation de vous-même. C'est une déclaration que votre temps, votre énergie et votre paix ne sont pas des marchandises à brader. Lorsque vous commencez à dire non de cette manière, quelque chose change. Vous entrez dans une nouvelle forme de liberté intérieure qui vient du fait de savoir qui vous êtes, ce que vous défendez et ce que vous ne tolérerez plus. Dans un monde où tout le monde semble exiger quelque chose de vous, dire non devient un acte de force. Ce n'est pas impoli, ce n'est pas égoïste, c'est une limite nécessaire. Pensez à toute l'énergie que vous dépensez à essayer de répondre aux besoins de tout le monde. Quand vous cédez ainsi, vous ne donnez pas seulement votre temps, vous cédez votre pouvoir, le pouvoir de choisir ce qui correspond à vos valeurs. Dire non est votre façon de protéger ce pouvoir. Lorsque vous dites non sans vous excuser, vous commencez à retrouver votre authenticité. Vous créez de l'espace pour vos vrais désirs et besoins. Mais dire non, ce n'est pas seulement rejeter ce qui ne vous sert pas, c'est affirmer ce qui le fait. Lorsque vous dites non aux choses qui vous épuisent, vous dites oui aux choses qui vous nourrissent. Vous dites oui à votre propre croissance, à votre propre paix, à votre propre dessein. Vous cessez de vivre en pilote automatique et commencez à vivre intentionnellement, en faisant des choix conscients qui servent un but plus élevé. En un sens, chaque non est un acte de respect de soi. C'est une façon de dire « Je suis digne de mon propre temps, de ma propre paix et de ma propre énergie ». Et lorsque vous commencez à vivre à partir de ce lieu de respect de soi, le monde autour de vous commence à réagir différemment. Les gens commencent à respecter vos limites parce que vous leur avez montré que vous vous respectez vous-même. Vous devenez quelqu'un qui ne peut être tenu pour acquis. Vous devenez quelqu'un qui agit depuis un lieu de clarté et de pouvoir, plutôt que d'épuisement et de soumission. Plus vous apprenez à dire non, plus vous réalisez que ce n'est pas un rejet des autres, mais un acte d'amour envers vous-même. Il s'agit de tracer la ligne entre ce que vous êtes disposé à donner et ce que vous ne l'êtes pas. Il s'agit de vous accorder la priorité, sans culpabilité ni honte, car la vérité est que, lorsque vous dites non, vous enseignez aux autres comment vous traiter. Vous leur apprenez que votre temps est précieux, que votre énergie a de la valeur et que votre bien-être est essentiel. Et lorsque vous cessez de vous excuser pour vos non, vous commencez à vivre avec intégrité. Vous cessez de compromettre qui vous êtes pour le confort d'autrui. Cela ne signifie pas que vous devez être rigide ou fermé au monde. Cela signifie simplement que vous faites preuve de discernement quant à la manière et à l'endroit où vous investissez votre énergie.
Vous n'avez pas à plaire à tout le monde et vous n'avez pas à être tout pour tout le monde. Vous avez le droit de vous donner la priorité et ce faisant, vous devenez plus présent, plus authentique et plus puissant dans vos relations. Quand vous cessez de dire oui à ce qui vous épuise, vous devenez plus disponible pour ce qui compte vraiment, ce qui vous apporte de la joie, ce qui s'aligne sur vos valeurs, ce qui nourrit votre raison d'être. Et ne vous inquiétez pas de la réaction des autres face à votre non. Il est naturel que certains soient déçus ou contrariés lorsque vous posez des limites, mais cette réaction leur appartient, pas à vous. Votre seule responsabilité est de protéger votre propre paix intérieure. Quiconque tient vraiment à vous respectera vos limites. Ils comprendront que votre non n'est pas personnel. C'est le reflet de votre engagement envers vous-même, votre croissance et votre bien-être. Ceux qui ne le respectent pas n'auront peut-être plus leur place dans votre vie, et c'est très bien ainsi. Les personnes qui comptent resteront, et elles vous estimeront encore plus pour votre force de dire non. Dire non est l'une des actions les plus libératrices que vous puissiez entreprendre. C'est une façon de reprendre le contrôle de votre vie et de votre énergie. C'est une façon de dire « Je suis digne de ma propre paix ». Et lorsque vous commencez à dire « non » avec confiance, sans explication ni excuse, vous commencez à incarner votre véritable pouvoir. La guerre pour votre temps, votre énergie et votre paix prend fin lorsque vous cessez de négocier avec quiconque veut une part de vous. À sa place, vous trouverez une vie de sens, de clarté et de connexion authentique. Vous réaliserez que plus vous protégez votre paix, plus vous devenez une force dans votre propre vie et dans celle de ceux qui vous respectent. Alors, n'ayez pas peur de dire non. C'est le début de la liberté intérieure et le commencement d'une vie qui vous appartient vraiment. Se donner la priorité est souvent mal compris. On pense que cela signifie devenir froid, distant ou égoïste. Mais en réalité, il s'agit de se rendre prêt, prêt à donner, prêt à aimer, prêt à guider, non par désespoir, mais à partir d'un lieu de force. L'idée fausse est que se concentrer sur soi-même signifie s'isoler des autres. Ce n'est pas le cas. En fait, vous donner la priorité crée le fondement de tout le reste dans votre vie. Lorsque vous prenez soin de votre propre bien-être, lorsque vous construisez votre clarté et votre structure, vous vous préparez à être la meilleure version de vous-même pour les autres. Il ne s'agit pas de repousser les gens, il s'agit d'être capable d'être là pour eux quand cela compte vraiment. Beaucoup de gens tombent dans le piège de tout donner aux autres, souvent à leurs propres dépens. Ils pensent qu'en étant constamment disponibles, constamment généreux, ils accomplissent un acte de vertu. Mais que se passe-t-il lorsque vous donnez sans cesse et qu'il ne reste plus rien pour vous? Vous vous épuisez, vous vous sentez vidé. Et finalement, vous ne pouvez plus rien offrir de valeur car vous avez oublié comment vous ressourcer. C'est pourquoi se donner la priorité n'est pas égoïste. C'est une forme de préparation. C'est vous préparer à être présent, fort et efficace le moment venu. Lorsque vous vous concentrez sur le renforcement de votre force intérieure, lorsque vous donnez la priorité à votre santé, votre paix et votre vision, vous devenez un meilleur partenaire, ami, collègue et leader. On ne peut pas verser d'une coupe vide. Lorsque vous vous concentrez sur vous-même, vous remplissez cette coupe afin d'avoir quelque chose de précieux à offrir au monde qui vous entoure. Il ne s'agit pas de créer de la distance ou de couper les ponts. Il s'agit de comprendre que votre bien-être est le fondement de tout le reste dans votre vie. Si vous êtes constamment instable, en tourmente, à donner tout ce que vous avez, rien autour de vous ne pourra tenir. Vos relations en souffriront. Votre travail en souffrira. Vos rêves en souffriront. Mais lorsque vous vous donnez la priorité, lorsque vous placez votre clarté et votre structure en premier,
Vous posez les bases pour que tout le reste puisse prospérer. La réalité est que, lorsque vous ne vous donnez pas la priorité, vous n'êtes pas vraiment capable de diriger ou d'aimer comme vous le pensez. Vous finissez par suivre aveuglément, en espérant que, si vous en faites assez pour les autres, ils verront votre valeur. Mais ce n'est pas du leadership. C'est du désespoir. Le véritable leadership vient d'un lieu de confiance et de respect de soi. Il vient de la certitude que vous avez quelque chose de précieux à offrir, non pas parce que vous vous êtes sacrifié, mais parce que vous vous êtes construit. Il en va de même pour l'amour. Quand vous aimez par désespoir, quand vous vous donnez entièrement à une autre personne, vous vous perdez en chemin. Mais quand vous aimez avec force, quand vous êtes ancré dans qui vous êtes, quand vos propres besoins sont satisfaits, vous donnez un amour qui est réel, durable et qui ne vous vide pas. On nous apprend souvent que pour être un bon partenaire, un bon ami ou un bon leader, nous devons constamment donner. Mais la vérité est que donner sans d'abord prendre soin de soi ne vous rend pas noble. Cela vous rend fragile. Vous construisez une maison sur des fondations fissurées, et un jour, ces fondations s'effondreront. Mais lorsque vous vous donnez la priorité, lorsque vous protégez votre paix, votre énergie, votre croissance, vous créez quelque chose de durable. Vous bâtissez de la force. Vous bâtissez de la résilience. Vous bâtissez la capacité de donner à partir d'un lieu de stabilité, non d'épuisement. Ce n'est pas une question d'ego, mais d'équilibre. Il s'agit de trouver l'équilibre dans votre vie entre vos besoins et ceux des autres, entre vos aspirations et vos responsabilités. Lorsque vous vous donnez la priorité, vous ne dites pas que les autres ne comptent pas. Vous dites que vous comptez, vous aussi. Vous dites que vous méritez l'espace pour grandir, vous régénérer et vous épanouir. Et lorsque vous vous offrez cet espace, vous devenez quelqu'un sur qui les autres peuvent compter, non pas parce que vous vous êtes sacrifié pour eux, mais parce que vous vous êtes transformé en une personne forte, claire et centrée. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez coupable de dire non, ou que vous vous demanderez si vous devriez vous faire passer en premier, souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes pas ici pour être consumé jusqu'à ce que vous soyez vide. Vous êtes ici pour construire une fondation forte, stable et capable de soutenir tout ce que vous voulez créer dans votre vie. Donnez-vous la priorité et regardez tout autour de vous commencer à s'aligner. Votre force, votre paix et votre croissance sont de votre propre responsabilité. Lorsque vous vous donnez la priorité, vous posez les bases pour que tout le reste dans votre vie puisse s'épanouir. Ne laissez personne, y compris vous-même, vous convaincre que vous n'en valez pas la peine. Restez fort dans qui vous êtes, et tout le reste suivra. Merci de faire partie du journal stoïcien. Si ce message a résonné en vous, je vous invite à explorer davantage en regardant l'une des vidéos suggérées à l'écran. Continuez de grandir, continuez de réfléchir, et souvenez-vous, votre clarté est votre pouvoir.